Alors, bonjour. Je vais faire prochainement une série de petites capsules sur mon alimentation en fait et l'alimentation vivante parce que ça m'a été demandé et je vais élaborer un peu plus dans les détails. Je vais vous montrer un commentaire, la demande en fait d'une dame qui m'a demandé: Bonjour Valérie, j'ai une demande spéciale. Ça m'aiderait beaucoup que tu nous expliques un peu plus en profondeur l'alimentation vivante. La manière qu'on peut débuter et comment organiser nos journées en repas. Merci énormément pour ton partage. Tu es généreuse et ta bonne humeur nous fait du bien. Est-ce que tu manges des céréales cuites, des légumineuses cuites et du tofu? Es-tu végétarienne ou végétalienne? C'est quoi la meilleure façon de s'alimenter? Et j'espère que tu pourras me répondre merci. Donc, j'ai pas mis son pseudonyme, son nom en fait, là, j'ai juste mis son commentaire. Donc, je vais faire une série de vidéos là-dessus. Euh, et aussi, la chose que je tiens à vous dire, je suis pas rigide dans mon alimentation. Dans le sens que oui, je mange majoritairement vivant à 80-90% du temps, parfois 100% durant la semaine, mais je ne suis pas rigide. Je suis pas végétarienne, je suis pas végétalienne, je suis pas l'alimentation crue, je vous dirais que j'étais à l'alimentation crue à presque 90% et 100% du temps. Donc, la bémol que je voulais vous dire, c'est que au sujet de mon alimentation, premièrement, j'ai été élevée, ma mère c'était le guide canadien, et ça, je vais vous en parler un peu plus loin sur le guide alimentaire canadien. Et elle suivait ça à la lettre pour nous, donc des cochonneries, des chips, c'est toutes ces choses-là. On avait ça seulement lorsqu'il y avait fête, et si on avait faim, on pouvait manger autant qu'on voulait, tout simplement en ouvrant le frigidaire. Il n'y avait pas des biscuits puis des gâteaux, tout ça, là. On ouvrait le frigidaire, c'était des légumes, des fruits, du fromage, du jus, ça, elle achetait pas ça non plus, là. Du jus d'orange tout fait ou du tang, c'était très rare qu'on avait ça, là. Je recule dans les années 70, je suis née en 68. Donc, c'est, on pouvait manger ce qu'on voulait et à notre faim. Puis pour elle, vraiment, c'était imprégné que, bon, le guide alimentaire, c'était ça qui était la bonne santé, qui nous apportait la meilleure nutrition. Et une idée qui a été véhiculée par le gouvernement, parce que ça, je vais vous en parler à propos du guide alimentaire canadien. Moi, je me contrefous totalement du guide alimentaire canadien et je m'en occupe pas. Pour la simple raison que ça a été fait dans une raison d'économie et non pour la santé des gens en réalité. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment truqué pour l'économie et les finances au niveau du gouvernement et de qu'est-ce qui est la production. Donc, s'ils veulent augmenter l'économie au niveau de la viande, ils vont mettre une plus grande portion de viande à consommer dans le guide alimentaire. Si c'est les céréales, ils vont mettre une plus grande... Fait que je vais vous montrer tantôt les guides alimentaires canadiens, comment ils ont changé au cours des années. Je pense que ça commence en 49 ou dans ce coin-là. C'est comme les produits laitiers, ils ont vraiment été augmentés au niveau de la consommation. C'est après la guerre mondiale. OK? Le gouvernement a mis l'accent sur consommer du lait pour augmenter vraiment au niveau de la production du lait. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de peuples qui ne consomment pas du lait quand ils sont sevrés dans l'enfance? Et ils se portent pas plus mal que nous, là. OK? Donc, il y a toutes des choses que j'ai fait quand même beaucoup de recherches, puis j'ai suivi des formations dans ce domaine-là. Je suis pas une experte en alimentation, j'ai pas été à l'université faire un cours en nutrition, j'ai suivi des formations, j'ai expérimenté par moi-même. Donc, l'alimentation idéale pour une personne, il faut écouter votre corps, tout simplement. Moi, aussi loin que je me rappelle, quand j'étais enfant, je me rappelle, ma mère, c'était vraiment là les patates, les légumes, un petit peu de légumes, mais c'était surtout les patates et la viande, OK? Puis elle, c'était très important qu'on mange les patates et la viande. Les légumes à l'époque, c'était comme, oui, important, mais ça n'avait pas d'accent aussi important qu'aujourd'hui. Et je me rappelle à chaque fois que j'avais mon assiette en avant de moi, que c'était du poisson, de la viande, je regardais ça puis je me disais que c'est ça. Je trouvais ça horrible à manger. Je trouvais que l'odeur était horrible et le goût était horrible. Mais comme j'avais pas le choix de manger, il fallait que je mange mon assiette. C'était la discipline à la maison. Je mangeais quand même, mais souvent c'était une bouchée de viande puis une gorgée de lait. Parce que l'autre chose,
c'est qu'à l'époque, il conseillait beaucoup dans le guide alimentaire les produits laitiers et d'en consommer beaucoup. Donc, chez moi, comme l'eau était chlorée et qu'on restait à la ville, ma mère nous offrait pas de l'eau en tant que telle, mais si on avait soif, c'était du lait. Ça, on pouvait en boire en quantité qu'on voulait. Donc, c'était du lait, les patates. Les patates, c'est bien important. Dans le guide alimentaire canadien, vous allez voir, dans les premiers guides alimentaires canadiens, c'est des patates à tous les jours. Donc, ça, en alimentation vivante, ceux qui mangent en alimentation vivante ne consomment pas de pommes de terre en partant. Ça sera un autre sujet du pourquoi et je l'expliquerai. J'aime les frites, là, en passant, je consomme encore des pommes de terre parce que j'aime les patates frites. Mais j'achète très, 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 très rarement un sac de pommes de terre. Je me fais pas de pommes de terre bouillies ou au four, ces choses-là. C'est, excusez-moi, c'est extrêmement rare. Donc, c'est le volet. À un moment donné, je vais vous montrer, peut-être dans une autre capsule ou tantôt, je ne sais pas, je vais voir, dépendamment de la longueur de la vidéo, les différents guides alimentaires et l'historique de ça. Et l'autre chose, donc, je vous disais que je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végétalienne, tout ça. Je vais vous expliquer grosso modo. Je mange majoritairement cru, oui. Et qu'est-ce qui a fait que la vie m'a amené à manger comme ça? C'est tout simplement que j'étais très carnivore parce que même si dans l'enfance je n'aimais pas la viande, à un moment donné, l'habitude, on développe le goût. Et je suis devenue quelqu'un de très carnivore au point de manger un steak bleu. J'avais des steaks tartare, la viande crue, c'était à ce point-là. Et un jour, quand j'avais eu mon diagnostic d'un cancer, je me suis retrouvée que mon corps rejetait la viande rouge. J'étais incapable de manger de la viande rouge. À chaque fois que j'en mangeais, j'étais malade. Donc, j'ai cessé la viande rouge. Il me restait le poulet, le poisson à l'époque. Ça a fait la même chose quelques mois après avec le poulet et quelques mois suivants avec le poisson. Donc, je me suis retrouvée à ne plus être capable de digérer la viande animale, que ce soit poisson, poulet ou viande rouge, tout simplement, porc, n'importe quelle viande. Alors là, je me suis dit, j'avais jamais été végétarienne. Oui, chez moi, on mangeait énormément de légumes et de fruits et tout ça, mais de là à être végétarienne sans viande, pour moi, c'était impensable à l'époque. Et je me disais, il va falloir que j'apprenne à cuisiner autrement. Donc, je commençais à m'intéresser aux recettes végétariennes pour essayer de manger le plus équilibré possible. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux. Et je mangeais beaucoup plus cru aussi à l'époque. Je mangeais énormément d'avocats. OK, ça c'est une chose. L'avocat, c'est l'aliment qui va vraiment qui va combattre l'acidité dans le corps parce qu'il est complètement le contraire de l'acidité, là. Il est vraiment basique, donc j'en mangeais énormément. Et pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, ben, au niveau du diagnostic de cancer, moi j'ai refusé tous les traitements, même s'il y a 2 médecins qui m'avaient dit que je risquais d'en mourir et que c'était fou de refuser les traitements. Je les avais refusés, ça a pris 5 ans avant que le cancer disparaisse pratiquement au complet. À la fin, il restait presque plus rien. C'était quelque chose comme la tache quelques millimètres, puis que à ce moment-là, le médecin a tout simplement enlevé, puis ça a été terminé. Donc voilà. Donc je suis devenue végétarienne par la force des choses. Par la suite, des années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un comme bon, il mangeait traditionnellement, fait que je me suis remis à manger comme cette personne-là, puis ça me faisait peur un peu parce que j'étais restée sur le souvenir que la viande je la digérais pas, puis oups, ça s'est intégré tout ça. Sauf qu'il y a une énorme différence, ok? Euh, je- Quand je mangeais traditionnellement cuit, de la viande et toutes ces choses-là, c'est comme si je mangeais des pierres, c'était lourd. Quand je mangeais juste végétarien, c'était léger, puis j'avais plus d'énergie. Donc, au cours des années, à un moment donné, ça s'est mis à parler beaucoup de l'alimentation vivante, tout ça, puis j'étais vraiment intriguée et curieuse. Alors, je voulais aller suivre des formations pour vraiment savoir comment bien manger de façon en alimentation vivante. Puis j'avais lu et entendu beaucoup de témoignages de gens qui avaient guéri certaines maladies par ce type d'alimentation-là. Donc, j'ai commencé à rechercher au niveau des formations et j'ai trouvé une dame qui est dans ma région qui donnait des formations en alimentation vivante et elle, ça faisait à l'époque 35 ans qu'elle mangeait de cette manière-là. Donc, je suis allée suivre quelques formations auprès d'elle.
Et j'ai expérimenté vraiment pendant un an à 100% manger vivant. Et c'est là que j'ai vu une énorme différence, une incroyable différence. Donc, moi, qu'est-ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller expérimenter. Parce que si vous me demandez quel régime qui est l'idéal, c'est quoi la meilleure manière de manger, ça dépend de chaque personne, OK? Je vous dirais pas de manger vivant, d'être tombée végétarienne, d'être végétalienne. Non, je vous dirais pas ça, là. OK? Il faut vraiment que vous écoutiez au niveau de votre corps et qu'est-ce qui va vous convenir à vous. Et le deuxième point, c'est vraiment d'expérimenter. S'il y a un type d'alimentation qui vous attire, parce que là, il y a beaucoup de modes, là, l'alimentation cétogène, méditerranéenne, en tout cas, et j'en passe. Il y a une grande mode en ce moment pour l'alimentation diversifiée dans différentes choses. Et écoutez-vous, OK? Allez expérimenter, puis quand vous expérimentez, l'important, c'est d'expérimenter vraiment parce que l'alimentation, il faut que ça soit varié. Si vous mangez toujours la même chose, vous allez manquer de certains nutriments, OK? Donc, l'alimentation, c'est vraiment varié. Et allez expérimenter comme moi, je l'ai fait. Donc, moi, j'achète pas, supposons des recherches scientifiques qui vont dire que tel aliment fait telle chose, puis tout ça. Même si ça a beaucoup de sens, qu'est-ce que le scientifique me dit, je vais aller expérimenter pour vraiment vérifier si c'est vrai, qu'est-ce que les recherches scientifiques disent. Parce que souvent, vous allez remarquer que ce soit en alimentation ou dans des méthodes naturelles de guérison, tout ça, vous avez des recherches scientifiques qui sont contre et des recherches scientifiques qui démontrent que le contraire, que ça fonctionne. OK? Il y a vraiment un combat entre scientifiques pour vraiment éliminer qu'est-ce qui est naturel ou essayer d'emmener les gens dans une autre direction, là. Il y a vraiment un combat. Fait que moi, je vous dis vraiment, expérimentez par vous-même. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, c'est, bon, qu'est-ce que je consomme? Le sucre blanc, les sucres raffinés, chez moi, il n'y en a pas. S'il y en a, ça va être pour faire des produits cosmétiques. OK? Parce que le sucre blanc peut servir pour faire une cire à épiler. OK? Il peut servir aussi dans d'autres recettes cosmétiques ou dans les savons au niveau pour la mousse, en tout cas dans les recettes de savon. Donc, sinon, je n'ai pas de sucre raffiné chez moi. Et pourquoi je ne suis pas végétalienne ou vegan, tout ça, c'est tout simplement parce que le miel, j'en consomme et j'aime le miel. Dans le sens que je trouve que le miel, c'est vraiment un cadeau précieux de la nature. C'est vraiment, les gens n'ont pas conscience, mais c'est vraiment un cadeau précieux de la nature que les abeilles nous offrent, OK? Et je trouve ça dommage parce qu'au niveau des abeilles, il y a de la problématique dans le sens qu'elles disparaissent. Il y a beaucoup de maladies au niveau des abeilles. Et prendre conscience vraiment au niveau du miel. Et le miel, moi, je l'achète dans ma région. Quelqu'un qui est producteur de ma région, à ce moment-là, c'est là que je me procure mon miel. Je ne vais pas me procurer du miel qui vient de Chine, qui en réalité n'est pas du vrai miel. Souvent, vérifiez vraiment les ingrédients quand vous achetez du miel, parce que souvent, il y a du sucrose, du sucralose, d'autres choses de rajouter dedans, et ce n'est plus du miel. Le miel a d'excellentes propriétés au niveau de la peau. Je m'en sers comme masque en cosmétique. Des fois, j'en intègre dans des crèmes pour le visage ou pour le corps. Donc, je consomme du miel, donc je ne suis pas végane et végétalienne parce que vous savez, ces gens-là, eux autres, c'est zéro chose animale. Pas de miel, pas d'œufs, tout ça, c'est vraiment rien d'animal. Donc, je ne suis pas vraiment rigide à ce niveau-là. Il y a des personnes qui sont très puritains et puritaines qui vont dire, ben là, tu parles d'alimentation vivante, mais tu consommes encore du miel produit animal, puis ça va les outrer, ça va les insulter. Écoutez, ça c'est un autre point. Lorsqu'on décide de changer d'alimentation parce qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement bénéfique pour nous, comme l'alimentation vivante, on est emballé. Au début, j'étais emballé. Wow, faut que tout le monde connaisse ça, puis qu'il sache les effets que ça fait, puis tout ça. Écoutez, dans notre emballement et notre joie, on va en choquer plusieurs, OK? Parce que beaucoup de personnes autour n'ont pas cette ouverture-là pour accepter cette forme d'alimentation-là, sont persuadés et convaincus que si on mange pas de viande, on va être en malnutrition, qu'il va nous manquer des minéraux,
des vitamines, des protéines, puis tout ça. Tellement que je peux vous dire de quoi. À un moment donné, je suis allée chez le médecin, puis quand elle a su que je mangeais majoritairement alimentation vivante et de la viande, c'était seulement si j'étais invitée chez ma mère à souper, elle m'a passé des prises de sang parce qu'elle était persuadée que j'avais des carences alimentaires. Et mes prises de sang sont revenues très belles et j'avais aucune carence alimentaire malgré que je mangeais en alimentation vivante. Donc c'est un mythe comme de quoi qu'il faut manger de la viande, du fromage, puis ce genre de protéines-là. C'est réellement un mythe. Lorsqu'on mange vivant, le secret, c'est qu'il faut vraiment manger varié. Et l'autre chose au niveau de l'alimentation vivante, je mange beaucoup plus de choses au niveau des légumes que qu'est-ce que je mangeais avant. Je vais vous donner un exemple, les poivrons. Je n'aime pas le goût du poivron, même encore aujourd'hui, j'aime pas le goût du poivron. Vous ne me verrez jamais manger un poivron seul ou une lanière de poivron, je n'aime pas le goût. Par contre, vous avez vu sur ma chaîne YouTube la vidéo où je montre comment faire des tortillas au poivron. Et c'est majoritairement du poivron, de la tomate et de l'avocat, mais il y a une grande quantité de poivron. Et le tortillas goûte vraiment quand même le poivron et j'adore ça lorsque je fais mes sandwichs dans cette tortillas-là. Ça passe super bien. Donc le poivron, autant que j'aimais pas ça et que je le consommais pas, maintenant je le consomme quand même assez régulièrement. Donc c'est pour vous montrer qu'au niveau de l'alimentation vivante, c'est très différent. Et l'autre chose, lorsqu'on change d'alimentation, vu qu'on est habitué à la nourriture traditionnelle, on va chercher beaucoup à reproduire en alimentation vivante quelque chose qui ressemblait à ce qu'on mangeait comme un spaghetti. Je vous montrerai des photos éventuellement. Au départ, j'avais fait un spaghetti, puis là, en alimentation crue, ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de viande, il n'y a pas ces choses-là, mais c'est un spaghetti avec des boulettes, comme des boulettes de viande, mais sans viande, et qui sont crues aussi, qui sont à base de noix. Et on cherche beaucoup à reproduire parce que c'est pas facile de changer des habitudes qui sont ancrées depuis très 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 longtemps, qu'on a été élevé de cette façon-là, puis d'aller vers d'autres habitudes. C'est comme on a besoin au niveau du cerveau et tout ça de faire comme le switch, mais d'une façon plus en douceur et subtile. Donc au début, oui, on va chercher à aller reproduire ce que l'on mangeait de façon traditionnelle. Mais plus qu'on avance puis qu'on mange cru, vous allez être surpris parce que qu'est-ce que Valérie mange? C'est très rare, je vais me faire des repas élaborés, une pizza crue, un spaghetti cru avec toutes les petites boulettes de viande. Maintenant, non. Au début, oui. Mais maintenant, non, parce que tout simplement, quand ça fait longtemps qu'on mange vivant, on ne ressent plus le besoin de reproduire ce que l'on mangeait avant traditionnellement. On a tout simplement... Fait que Valérie, elle va manger différentes salades, différentes choses. Il y a des gens qui vont dire, mais tu manges rien de la salade. Mais je vais dire aux gens, toi, tu manges tout le temps du steak puis des patates. Mais c'est vrai, l'alimentation traditionnelle, on mangeait toujours la même chose. Il fallait tout le temps qu'il y ait la portion de viande, la portion de patates, puis la portion de légumes. En alimentation vivante, ben c'est la portion de noix ou de graines, nos légumes, nos fruits, certaines céréales, tout ça. Mais c'est vraiment la même chose que traditionnellement, qui mangent toujours la même chose. Alors, pour les gens qui me disent, ben là, tu manges tout le temps de la salade comme un lapin, mais c'est parce que toi, tu manges toujours la même affaire aussi, mais de façon différente. Donc, moi, mes salades, toutes mes crudités, mes repas sont tous différents, mais c'est pas toujours la même affaire, même si ça semble être la même chose. Donc, il y a ce point-là. Et par la suite, je vais prendre une petite pause et je vais vous revenir. Alors voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble un spaghetti alimentation vivante. Donc, ce spaghetti-là, c'est tout simplement des languettes de zucchini. Et la sauce, c'est à base de tomates séchées, de tomates fraîches, de basilic, tout ça. On voit pas très bien les boulettes, imitation boulettes de viande, là, sauce bolognaise. Mais les boulettes sont à base de noix et certaines herbes. Et la différence entre ce type de repas-là, si vous prenez un spaghetti traditionnel et ce spaghetti-là, le spaghetti alimentation crue, c'est une explosion de saveurs en bouche.
c'est pas comparable avec un spaghetti traditionnel. C'est tellement savoureux. Le spaghetti alimentation vivante, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'ajouter énormément d'épices parce qu'on va travailler avec ce qui est frais et vivant. Et c'est très goûteux. C'est très bon. Et l'autre chose, c'est que plus qu'on mange vivant, on n'a pas besoin de grosses portions parce que tout simplement, quand vous faites cuire votre nourriture, vous perdez 80% des nutriments, des vitamines et des minéraux qui se perdent. À ce moment-là, ça vous prend plus de nourriture pour combler les besoins de votre corps. Tandis que quand on mange en alimentation vivante, on a moins besoin d'avoir des grosses portions, on est rassasié beaucoup plus rapidement. Je vous donne aussi une autre image d'un autre repas. Voilà, ici on a une salade, j'ai mélangé salade laitue romaine parce qu'en général je prends de la laitue romaine avec du kale ou chou frisé, comme vous voulez l'appeler. Il y a un peu des carottes, il y a des germinations dessus. Qu'est-ce que vous voyez à gauche qui est comme de couleur rouge orangée, c'est des craquelins que j'ai fait au déshydrateur. Ensuite, on a des pâtes encore de zucchini avec un pesto de basilic. Et un petit peu plus haut, on le voit moins, mais c'est comme un genre de trempette ou d'humus, mais c'est juste à base de cachou et à laquelle j'ai rajouté des herbes et que j'ai rajouté, parfois je vais mettre de la carotte ou de l'ail pour aller avec les craquelins. Donc c'est très très savoureux, c'est vraiment une explosion de saveurs en bouche. Et ma fille, lorsqu'elle était venue à la maison, que j'avais cuisiné de cette façon-là pour elle, elle a trouvé ça extraordinaire, vraiment comment c'était bon. Elle est restée vraiment très surprise. C'est vraiment très délicieux. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de vos nutriments en alimentation vivante. Et cette chose-là, je l'avais appris au cours des formations avec la dame qui enseignait. Elle expliquait que vous allez voir à la longue, vous allez avoir moins besoin d'avoir des grosses portions pour manger parce que vous allez être comblé. Et la dame, lors de cette formation, tout en nous enseignant, elle nous sert à manger. On va commencer par l'apéritif, l'entrée, le petit repas principal jusqu'au dessert. Et c'était le premier cours que j'ai suivi, là, la première formation, c'est toutes des petites portions qu'elle nous donne. Et elle nous reçoit à dîner, puis elle donne sa formation à travers tout ça. Et là, je m'étais dit, que j'ai vu les portions arriver, j'ai dit, mon Dieu, mais que je sorte d'ici, je vais aller me taper un repas au restaurant, je vais avoir ben trop faim. Ça a été la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu les proportions. Eh bien non, on est arrivé là à 10 heures, aux alentours de 10 heures le matin, puis on a vraiment dîné vers midi et on est reparti vers 4 ou 5 heures parce que par après on est resté beaucoup à jaser avec la dame. Et quand on est reparti sur la route, j'ai pas eu faim avant 6 heures le soir. Donc, voyez-vous, c'est totalement différent de l'alimentation traditionnelle. On a besoin de moins de quantité pour se nourrir que si on faisait cuire notre alimentation. Même là, il y a une économie au niveau du coût de l'épicerie. La viande est rendue très chère. Et vu qu'on fait cuire notre nourriture, ça nous en prend plus pour nous satisfaire puis répondre à nos besoins énergétiques. Et là, tandis qu'en alimentation vivante, ça en prend beaucoup moins. Et les coûts sont... L'épicerie revient beaucoup moins cher. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça, c'est à part tous les bienfaits au niveau de la santé que ça m'a apporté en même temps. Alors, voici un aperçu de l'historique des guides alimentaires canadiens. Ça débute en 1942. Je vais vous épargner toutes les écritures. Je vais juste simplement vous montrer... en 1942, il n'y avait pas la photo avec les proportions, mais il disait pour le lait, pour les adultes, de boire une demi-chopine. Les enfants devaient boire une chopine, ajouter du fromage dans la mesure du possible. Les fruits, une portion de tomates ou d'agrumes ou de jus de tomate ou d'agrumes par jour et une portion d'autres fruits frais en conserve ou séchés. Les légumes, c'est en plus, ils mettent en parenthèse, en plus des pommes de terre, donc vous devez consommer une portion par jour, 2 portions de légumes par jour, de préférence feuillus verts ou jaunes, fréquemment crus. Les céréales et le pain, une portion de céréales à grains entiers, de 4 à 6 tranches de pain brun ou blanc, approuvé Canada. La viande et le poisson, une portion quotidienne de viande, de poisson ou de substitut de viande, foie, cœur ou rognon une fois par semaine, des œufs, au moins 3 ou 4 œufs par semaine.
Donc, c'était la consommation qui disait qu'on devait consommer en 1942. Fait qu'il faut reculer à l'époque aussi au niveau de l'économie, les gens qui pouvaient se permettre de manger parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangeaient pas nécessairement à leur faim. Ensuite, on a 1944 et c'est sensiblement semblable en 1944, toujours pour le lait pour adultes, une demi-chopine et une chopine. Ils ont augmenté à une chopine le lait pour adultes, puis pour les enfants, c'est rendu une chopine et demie ou une pinte par jour. Les fruits, c'est encore une portion d'agrumes ou de tomates ou leur jus. Les légumes, c'est au moins une portion de pommes de terre, au moins deux portions de légumes, préférence jaune, vert ou feuillu, fréquemment cru. Ça n'a pas trop changé. La proportion au niveau des céréales et du pain, ici on peut le voir, là, 4 tranches de pain à grains entiers. Approuvé Canada contenant de la vitamine B, vitamine B entre parenthèses, blé entier, brun ou blanc avec du beurre. C'était spécial leur façon de voir les choses. Ensuite, la viande et le poisson, une portion de viande, de poisson, de volaille ou de substituts de la viande comme les haricots ou les pois secs, les noix, les œufs ou le fromage. Consommer également, vous voyez, là, ils mettent ici, là, on est en 40 quelques années, là, 1946, laquelle que je me souviens pas exactement, mais ils mettent les légumineuses avec les protéines. Donc, c'était quand même bien pour l'époque. Et l'huile de foie de morue, de foie de poisson, ma mère, me souvient quand j'étais petite, elle me donnait à tous les jours de l'huile de foie de morue. Donc, vous voyez, c'était conseillé dans le guide alimentaire canadien d'administrer ça aux enfants et aux femmes enceintes comme source de vitamine D. Et on recommandait le sel iodé, rajouter l'iode au niveau du sel. En 49, a-t-il beaucoup changé? Ici, on le voit moins. On va aller voir l'équivalent textuel parce que c'est la première image qu'on a eue du guide alimentaire canadien. Donc, il y a le lait, les fruits, les légumes, les céréales et le pain, la viande, le poisson. Textuellement, c'est pour un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est au moins une chopine. Ils ont diminué d'une demi-chopine maintenant. Adolescent, c'est une chopine et demie, puis les adultes, c'est au moins un demi-heure. Donc, un demi-heure, je ne sais pas à combien ça équivalait. Ça devait être peut-être davantage, je ne sais pas. Les fruits, ça n'a pas trop changé, c'est resté quand même une portion à deux portions de fruits. Légumes, c'est au moins une portion de pommes de terre. Toujours les pommes de terre, comme je vous dis, vraiment, les Canadiens, pommes de terre dans leur assiette à chaque repas. Et au moins deux portions d'autres légumes, de préférence jaune, vert ou feuillus. Les céréales, c'est une portion de céréales à grains entiers et au moins 4 tranches de pain avec du beurre ou de la margarine fortifiée. Alors, vous voyez, la margarine, elle est apparue en 49. Ensuite, puis aujourd'hui, c'est su que la margarine, c'est pas bon pour la santé du tout. Et donc, là, ils ont ajouté dans le guide alimentaire la margarine fortifiée. Ça devait être pour une raison économique encore. Donc, la viande et le poisson, ou un succédané de viande comme les haricots secs, les œufs et le fromage. Employer du foie fréquemment. Le premier guide alimentaire canadien, c'était une fois par semaine. Maintenant, c'est manger du foie fréquemment. Employer plus d'œufs et du fromage au moins 3 fois par semaine chacun. Alors, vous voyez, ils viennent d'augmenter le foie à 3 fois semaine, les œufs 3 fois semaine. Et dans le premier guide alimentaire, le foie, les rognons, tout ça, c'était seulement une fois par semaine. Ils ont changé ça. La vitamine D, ben là, on est rendu en unités, au moins 400 unités internationales chaque jour durant la croissance, la grossesse et l'allaitement. Ça, c'était... Là, il y a un modèle de menu de 1949. Le déjeuner, agrumes, céréales de grains entiers avec lait, pain ou beurre ou margarine fortifiée, œufs ou autres aliments protéiques, breuvage, lait pour les enfants. Dîner, c'est soit de la viande, du poisson ou de la volaille, des pommes de terre encore, autres légumes. Vous voyez, ils mettent autres légumes. Mais la pomme de terre, c'était vraiment toujours à chaque repas, hein. Du pain si désiré, fruits au dessert, un fruit ou dessert aux fruits, breuvage, lait pour les enfants. Souper ou lunch, fromage, œufs ou autres aliments protéiques, légumes, pain ou beurre, margarine fortifiée,
Dessert, breuvage, lait pour les enfants. Fait que vous voyez, le souper était comme plus léger. C'était du fromage, des œufs, ça ressemblait au déjeuner. Et vous voyez que pour les enfants, c'est toujours du lait. Quand je vous dis que ma mère, elle m'a élevé à ne boire que du lait, elle nous offrait pas d'eau ni de jus. Si on avait soif, c'était du lait. C'était recommandé par le Guide alimentaire canadien. Et maintenant, on s'en va en 61. Et en 61, voici la nouvelle image du Guide alimentaire canadien. Le lait pour les enfants jusqu'à 11 ans, c'est 2 tasses et demie, 20 onces. Les adolescents, ça se trouve être 32 onces. Les adultes, 12 onces. Et les femmes enceintes ou nourrices, 32 onces. Les fruits, on a augmenté à 2 portions de fruits ou de jus de fruits, y compris une source satisfaisante de vitamine C. Dans les oranges, les tomates, jus de pommes vitaminées. Ensuite, les légumes, c'est une portion de pommes de terre, toujours la pomme de terre, 2 portions d'autres légumes. Ils ont augmenté la portion de légumes à 2 autres portions. Au début, c'était une, là, on est rendu à 2, mais il ne faut pas oublier la pomme de terre. Les pains et céréales, avec beurre ou la margarine fortifiée, 1 portion d'une céréale à grains entiers. Viande et poissons. Poisson, 1 portion de viande, de poisson ou de volaille, du foie de temps à autre. Des œufs, du fromage, des fèves ou des pois secs peuvent remplacer la viande. En plus des œufs et du fromage, au moins 3 fois par semaine chacun. Donc, ça n'a pas trop changé. Et ici, conseille de prendre toujours de la vitamine D. En 77, c'est plus le guide alimentaire que j'ai connu, c'est celui-là, parce que c'est celui-là qu'on nous transmettait et on nous remettait à l'école enfant. C'est ce guide alimentaire-là canadien. Fait que les portions sont pas mal égales entre les céréales, les produits laitiers, la viande. C'est comme toutes des portions égales quand on regarde le tableau, mais il faut aller lire ici. Ils disent la viande au substitut de viande, 2 portions. Fruits et légumes, c'est 4 à 5 portions. Pain et céréales, 3 à 5 portions. Et les produits laitiers, il n'y a pas de portion en tant que telle. Il faudrait peut-être aller voir au verso. C'est encore 2-3 portions pour un enfant jusqu'à 11 ans, puis un adolescent, c'est 3 à 4 portions. Bon, ça se modifie. C'est qu'est-ce que j'ai connu. En 82, le guide alimentaire canadien, il est sensiblement pareil. Il n'a pas changé au niveau des portions, c'est encore la même chose. C'est juste l'image, la mise en page qui a changé. En 92, guide alimentaire canadien pour manger sainement. Et on va voir, là, il a changé. Là, il est comme en arc-en-ciel. Donc, la portion de viande, elle a énormément diminué. Que si on regarde d'après l'image, produits laitiers ont diminué. Les légumes, ils ont augmenté. Fruits et légumes, c'est une plus grande portion. Et les céréales, la plus grande des portions est accordée aux céréales et au pain et aux pâtes et tout ça. Et ça, on était en quelle année? 92. Donc, en 92, vraiment, les céréales étaient à l'honneur. 5 à 12 portions de produits de céréales, 5 à 10 portions de légumes, et les proportions de lait, ils ne disent pas, mais c'est moindre, et 2 à 3 portions au niveau de la protéine. Alors, vous voyez, cette année-là, ils ont décidé que l'économie serait aux céréales, donc c'était la production de céréales, et c'était ça l'économie du pays. Alors, ils nous faisaient croire que c'était ça, avoir une excellente santé, de manger énormément de céréales et de pâtes. Et on peut se demander aujourd'hui pourquoi il y a autant de gens qui font de l'intolérance au gluten dans le blé. Hein? Regardez dans les années 90 comment ils ont changé le guide alimentaire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des réactions au gluten, qui doivent manger de la nourriture sans gluten. Ça, c'est une autre chose que je vais parler dans l'alimentation vivante. Quand votre corps est vraiment éliminé au niveau des toxines, il y a beaucoup d'allergies qui disparaissent. Et moi, j'ai certaines allergies alimentaires qui ont disparu. Donc, en 2007, toujours bien manger avec le guide alimentaire canadien. On va voir s'il a encore changé. Ah, c'est toujours l'arc-en-ciel, différemment. Maintenant, est-ce qu'il est bien mangé avec le guide alimentaire canadien? Est-ce qu'on l'a en texte? On va aller voir. Nombre de portions du guide alimentaire. Bon, on l'a ici, proportions. Bon, il y a les enfants, les adolescents, les adultes. Légumes et fruits. Pour un enfant de 9 à 13 ans, c'est 6 portions. Un adolescent, 7 à 8 portions. Une femme, 7 à 8 portions. Un homme, 8 à 10 portions. 51 ans et plus, 7 portions. Fait que ça a changé un petit peu. Les proportions de légumes et de fruits sont augmentées.
Les produits céréaliers, c'est quand même, moi je considère que c'est beaucoup parce que j'en consomme, c'est pas la chose que je consomme le plus en alimentation vivante, c'est comme des céréales que je vais faire germer en fait, là. Lait et substituts, il y a quand même pas mal de portions. Viande et substituts, ça diminue pas mal. Une portion, trois portions pour les hommes de 19 à 50 ans et 51 ans et plus. Et les garçons adolescents, les filles, c'est seulement deux portions de viande entre 14 et 18 ans. Bon, ça va donner pas mal une idée de qu'est-ce qu'il y en est. Il parle des légumes et des fruits. C'était le guide alimentaire canadien. Je voulais juste vous montrer comment il a changé au cours des années. Mais qu'est-ce qui a été le plus frappant, c'est vraiment au niveau les années 91-92, quand ils ont décidé de promouvoir les céréales, comment que les quantités y ont explosé de portions à consommer par jour, c'était énorme. Alors, faut toujours, je crois qu'il faut vraiment expérimenter par soi-même et ne pas se fier nécessairement à ce que le gouvernement nous suggère. De vraiment faire nos recherches et vraiment expérimenter. Alors, un dernier point au sujet de mon alimentation à moi, comme que je disais, si je suis invitée chez ma mère, je vais manger qu'est-ce qu'elle va offrir parce que ma mère, elle, pour elle, c'est très ancré dans elle, les pommes de terre, les légumes et la viande. La viande ou produits laitiers, pour elle, c'est vraiment signe de protéines. Donc, je ne suis pas rigide. Et même si, parfois au travail, si je me mène un lunch ou si je fais du temps supplémentaire ou quelque chose, si j'ai pas un lunch complet pendant ma journée de travail, je vais prendre le repas qu'il y a sur place. Et sur place, bon, c'est de la viande, des légumes avec des patates. C'est vraiment traditionnel, c'est cuit. Donc, je vais quand même, je suis pas rigide, je vais quand même m'autoriser à manger de la viande à certains moments au courant de l'année, là. C'est pas, je suis pas vraiment puritaine, puis c'est ça, puis une puritaine agressive, c'est comme ça, puis aucun passe-droit. Non, absolument pas, OK? Donc, j'exige pas ça non plus pour personne. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu pour ceux qui veulent commencer l'alimentation vivante. On commence pas drastiquement d'un coup, du jour au lendemain, on tombe du traditionnel, puis on tombe complètement dans l'alimentation vivante parce que vous allez avoir des réactions au niveau du corps, dans le sens que au niveau le transit intestinal, tout ça, il ne sera pas habitué. Surtout si vous avez toujours mangé traditionnel ou même ceux qui sont très amateurs de fast-food, vous allez avoir des réactions. Juste pour vous donner un exemple, au niveau des légumineuses qu'on fait germer, qu'on ajoute dans les salades, moi, mon système, quand j'ai intégré les légumineuses germées dans mes salades, ça a pris à peu près un mois pour que mon système au niveau intestinal se place, OK? Et il faut donner le temps au corps de se réadapter parce que pour vous donner un exemple, au niveau du lait, on va reculer longtemps, 8000 ans avant Jésus-Christ, là, dans la période néolithique. C'est là qu'ils ont commencé à consommer du lait. Les scientifiques, ils pensent que c'est parce qu'ils ont mangé l'estomac des animaux qui contenaient du lait, puis ça leur a fait développer le goût à l'humain. Et l'humain de l'époque n'avait pas l'enzyme nécessaire pour digérer la protéine de lait. Sauf à force de consommer du lait au cours de l'histoire, il a développé cette protéine-là pour consommer du lait. C'est ce que les scientifiques disent, OK? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je le sais pas. Où est-ce qu'ils prennent leurs sources exactement, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, le corps, il va s'ajuster aussi. Donc, pour commencer vraiment l'alimentation vivante, il faut y aller graduellement. Comme moi, à l'époque, j'étais déjà végétarienne. Quand je suis tombée complètement dans l'alimentation vivante, j'ai eu aucun problème, sauf un petit peu au niveau des légumineuses germées, parce que je faisais germer mes légumineuses que j'ajoutais à mes salades. Là, ça a pris un mois au niveau intestinal pour que les choses se placent, OK? Que ça redevienne normal. Mais ça a pris quand même un mois la transition. Mais pour le reste, j'ai eu aucun problème. C'est comme le jus de blé. Quand on commence pour la première fois d'en consommer, il faut consommer une cuillère à thé 3 fois par jour, pas plus. Puis le maximum à peu près, c'est un quart de tasse par jour. Moi, j'ai sauté tout de suite dans le un quart de tasse par jour parce que déjà, mon alimentation, mon corps, il était quand même beaucoup détoxifié au niveau des toxines. Donc, je suis tombée dans le un quart de tasse de jus de blé et j'ai pas eu de problème. D'autres personnes qui prendraient une aussi grande quantité quand ils n'ont jamais pris puis que leur système est quand même
plein de toxines, vont avoir mal à la tête parce que le jus de blé, c'est très très puissant. Donc, il faut y aller graduellement quand on change d'alimentation, puis si vous voulez l'expérimenter. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille dans la façon d'aller graduellement? C'est tout simplement de commencer à intégrer graduellement à tous les jours un petit peu. OK? Vous pouvez commencer à intégrer davantage de légumes crus, euh, un jus vert chaque jour. Si vous intégrez un jus vert que vous allez vous-même avec si vous n'avez pas de machine à jus, à ce moment-là, c'est plus compliqué là. Mais encore là, au niveau des centrifugeuses, au niveau des centrifugeuses, tout ça, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont oxyder le jus et d'autres, ça va être vraiment à vis lente ou que ça tourne lentement, le jus s'oxydera pas. Donc, il faut vraiment acheter un modèle de centrifugeuse pour le jus qui va être vraiment top pour vraiment préserver la qualité de votre jus à ce moment-là. Parce que quand vous pressez un jus, il peut se conserver jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. OK? Donc, commencez à intégrer un jus vert par jour. Puis je vais vous donner un exemple parce que ça vient de la chaîne de Thierry Casanova, Régénère. Il y avait un couple, lui, c'est vraiment un modèle pour aller voir au niveau de l'alimentation crue, l'alimentation vivante, les jus, tout ça. Et lui, il y avait un couple qui ont commencé, ils n'ont rien changé à leurs habitudes. Ils mangeaient traditionnellement et ils ont juste simplement intégré un jus vert qu'ils buvaient une demi-heure avant chaque repas. Donc, c'était 3 jus verts par jour, un grand verre, là, une demi-heure avant chaque repas. Et le couple, au bout d'un mois, les deux ont perdu le poids en surplus. Ils ont maigri. Tout simplement parce que lorsque vous mangez vivant, ça c'est une petite chose que je vais vous dire au niveau de la parenthèse. Quand vous mangez traditionnellement, ça vous prend des enzymes pour aller digérer votre repas cuit. OK? Peu importe ce que vous mangez, ça prend des enzymes pour digérer ce repas-là. Donc, quand vous mangez de façon cuite, traditionnelle, les enzymes de votre corps qui travaillent sur vos yeux, qui travaillent sur votre peau, qui travaillent à réparer ci, à maintenir la bonne santé là, ils se garochent toutes dans l'estomac pour aller digérer la nourriture que vous venez d'ingurgiter. Donc, pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas sur vos yeux, ils ne travaillent pas sur vos dents, ils ne travaillent pas sur vos os, ils ne travaillent pas sur votre peau, ils sont occupés à aller digérer votre nourriture. Et ça, c'est un processus de plusieurs heures, OK? Tandis que quand vous mangez cru, en alimentation vivante, la nourriture, les légumes, les fruits, tout ce qui est cru contient déjà ses propres enzymes. Donc, lorsque vous mangez cru, les enzymes de qu'est-ce que vous mangez vont digérer la nourriture et les enzymes de votre propre corps vont continuer à travailler eux autres sur le job qu'ils faisaient avant. Ils n'arrêteront pas leur job. Donc, déjà là, c'est une économie d'énergie en partant. OK? Parce que là, vos enzymes du corps, ils peuvent continuer à faire leur travail qu'ils font habituellement sans être obligés d'aller digérer la nourriture que vous venez d'ingurgiter. Donc, c'est une des parenthèses importantes au niveau de l'alimentation vivante. Et en intégrant le jus vert qui est bourré d'enzymes, bourré de minéraux, tout ça, les gens n'ont rien changé à leur alimentation et ils ont eu une perte de poids. Donc, voilà, c'est quelque chose à commencer graduellement. Commencez peut-être par un jus par jour, puis augmenter à 2 et à 3. Vous pouvez les préparer tout simplement la veille aussi, là, parce que le jus, quand vous avez une bonne machine, le jus va se conserver jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. Donc, vous pouvez vous en préparer une quantité la veille, et à ce moment-là, vous avez vos 3 jus que vous buvez 20 minutes, une demi-heure avant chaque repas. Par la suite, vous pouvez aussi commencer à intégrer un smoothies par jour. Un smoothies, moi, qu'est-ce que je vous conseille? C'est pas seulement des fruits, OK? Mélanger, qu'est-ce qu'elle nous enseignait, la dame, parce que j'ai suivi les formations, c'est un tiers de feuillus de verre, un tiers de fruits et un tiers d'eau. Elle dit là, vous avez un smoothie parfaitement équilibré parce que le feuillu va aller équilibrer le sucre des fruits. OK? Il va ralentir le sucre des fruits dans le sang. Tandis que si vous prenez un smoothie qui est seulement à base de fruits, c'est beaucoup de sucre quand même, là. OK? Même si c'est des sucres naturels. Donc, allez équilibrer votre smoothie avec un tiers de feuillus, un tiers de fruits et un tiers d'eau. Et vous allez être surpris, ça ne goûtera pas le verre, ça ne goûtera pas le gazon. OK? Si vous intégrez de la banane
Ça va goûter beaucoup plus la banane que ça va goûter la salade dans votre smoothie, là, ou les épinards, ok? Souvent, moi, je fais épinards, banane, avocat, et mon smoothie, il se goûte vraiment la banane. Parfois, rarement, je vais ajouter une petite cuillère à thé de miel ou un petit peu soupçon de cannelle. Peu importe, vous l'agrémentez comme vous voulez. Fait que commencez à l'intégrer un smoothie par jour. Mais tout ça, faites-le graduellement parce que sinon, c'est beaucoup trop à la fois à ce moment-là. Et par la suite, ce que vous pouvez commencer à intégrer, c'était un repas cru par jour. OK? Commencez peut-être une fois par semaine, puis graduellement augmenter jusqu'à temps que vous obtenez un repas cru par jour. Et l'autre chose qui est importante à ce moment-là, que je voudrais vous dire, c'est que et quand on commence graduellement, c'est moins pire parce que de sauter de l'alimentation traditionnelle à l'alimentation vivante d'un coup sec, ça prend certains outils. Ça, je vais en reparler dans une autre capsule vidéo parce que c'est une autre organisation de travail, une autre façon de fonctionner. Moi, quand je suis tombée dans l'alimentation vivante, comme du jour au lendemain, je trouvais ça compliqué de m'organiser. C'était comme parce que c'est une autre façon de cuisiner. Mais quand on comprend puis qu'on s'habitue à cette nouvelle manière de faire là, ça devient extrêmement facile. C'est pas plus compliqué que de cuisiner traditionnellement dans le fond, ok? Mais au départ, vu que c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons de faire, ça nous paraît compliqué puis ça paraît immense. Mais plus qu'on le pratique, ça devient d'une facilité totale et la planification devient aussi facile. Alors, c'est la fin de ma capsule. J'ai pas répondu probablement à toutes vos questions. Vous pouvez les laisser en commentaire. Mais c'était comme une introduction un peu à l'alimentation vivante. Puis je vais vous faire d'autres capsules à venir sur l'alimentation vivante où ce que je vais intégrer des recettes que je fais régulièrement pour moi. Puis ça va vous donner vraiment une idée. Puis je vais vous donner aussi d'autres informations. Qu'est-ce que ça apporte l'alimentation vivante au niveau de la santé, au niveau physique, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent aussi à différents niveaux au niveau de notre être. Alors là-dessus, je vais la compléter comme ça parce que je veux pas non plus vous donner trop d'informations à la fois puis que la vidéo dure 1 heure ou 2 heures. On va commencer par des plus petites capsules et je vous reviendrai au courant des semaines. Alors là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!